permis l'édification d'États stables et prospères, et qui communiquaient par le biais des bras de mer pas trop larges avec d'autres cultures. Et donc ça a permis la confrontation d'idées, le fourmillement intellectuel, etc. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais ça permet aussi peut-être de comprendre le miracle grec. Parce que quand on regarde la dimension fractale de la Grèce et les équilibres grecs, c'est pas mal non plus. Non, moi simplement, je pense que la grande coupure, c'est Galilée. C'est-à-dire, Galilée, c'est celui qui dit, sans même utiliser cette assertion, il énonce sans en faire quelque chose dans les théories qu'il propose, il dit la nature est écrite en langage mathématique. Ça, c'est une phrase dingue. Il pense à la géométrie, hein, il ne pense pas à l'algèbre, il ne pense pas aux équations de la physique. Il pense à l'algèbre. Mais il pense que les mathématiques sont le langage naturel de la physique. Et ça, personne avant lui ne l'avait envisagé. Même pas les pythagoriciens. Les pythagoriciens ne disaient pas le langage de la nature et de la mathématique. Les pythagoriciens disent la réalité faite de nombres. C'est pas la même chose. Et donc il a cette idée absolument géniale que Newton va exploiter. Et c'est une idée qui revient à considérer que l'homme est un être d'anti-nature. Est un être d'anti-nature. Je ne veux pas dire par là que l'homme est contre la nature. Je veux dire que porté par le christianisme, il y a l'idée que l'homme est un être qui échappe à la nature, qui peut la comprendre, et il est un être qui a la capacité singulière, parmi tous les êtres vivants, de comprendre la nature sans en faire vraiment partie. Et c'est cette coupure galiléenne qui va donner à la physique toute son efficacité de problème. Et les anthropologues, Lévi-Strauss et Philippe Descola aujourd'hui, expliquent que, dans leur livre, que la seule civilisation qui a fait ce geste, c'est la civilisation philomène. C'est-à-dire que toutes les autres cultures, y compris la chinoise, sont des cultures dans lesquelles l'humanité ne s'arrête pas aux frontières de l'humain. Moi, j'ai écrit un livre là-dessus avec les Indiens Kagapo, Indiens d'Amazonie. Je n'ai pas passé un bon moment avec eux, mais j'ai suffisamment passé de temps avec eux pour comprendre que pour eux, la planète Mars fait partie de l'humanité, puisqu'on la voit. L'air qu'on respire fait partie de l'humanité. Le gibier qu'ils chassent fait partie de l'humanité. Les plantes qu'ils mangent font partie de l'humanité. Et donc, il y a une espèce de continuum qui empêche de considérer que l'homme est un être séparé de la nature. En revanche, il vous explique que les types qui sont à l'autre bout de la forêt, là, qui ont des peintures dans l'autre sens avec des couleurs criardes, ça, c'est des barbares. C'est pas des humains. D'accord? Donc l'Occident, il a fait quelque chose d'assez bizarre. Il a pensé l'universel humain. Relisez la controverse de Valladolid. Il a pensé l'universel humain. Mais au prix d'une séparation d'avec le cosmos. Et c'est cette séparation d'avec le cosmos qui a permis l'édification d'une physique, etc. Vous avez évoqué à un moment donné la matière noire en disant en gros, en substance, que c'était un peu le croisement entre des observations et puis l'interprétation qu'on a des lois physiques actuelles. Et vous avez dit on pourrait peut-être finalement contourner cette idée s'il y avait changement des lois physiques. Est-ce que vous pourriez un petit peu élaborer? Est-ce que en cas de force, les lois étaient relativement... C'est une question très vaste, hein, vous l'imaginez bien, mais en gros, dans l'histoire de la physique, il y a eu plusieurs épisodes, en fait très nombreux, par lesquels on a observé une discordance ou une contradiction entre les lois physiques, les prédictions qu'elles permettent de faire, et les observations. Lorsque vous avez une contradiction entre des mesures, des observations et les prédictions des lois, le réflexe qu'on a tous, c'est de dire les lois sont fausses. Bon. Eh bien, c'est un réflexe qu'il ne faut pas avoir. Parce que dans l'histoire de la physique que j'évoque, il y a eu autant de situations dans lesquelles il a fallu
imaginer qu'il y avait dans le réel des choses qu'on n'avait jamais vues, qu'on n'avait jamais vues, dont l'existence permettait d'établir un accord. Mais il y a eu aussi des situations où il a fallu changer la loi pour établir l'accord. Vous êtes astronome, donc je sais, moi je connais un peu l'histoire de l'astronomie, moins bien que vous, mais je me souviens, au XIXe siècle, au début, il y a un gars qui a vu que la planète Neptune, Uranus ou Neptune, c'est laquelle en premier? Uranus avait une trajectoire différente très légèrement de celle qu'on pouvait calculer à partir des équations de Newton. Et Newton c'était un dieu, déjà Newton c'est des lois absolument vraies. Qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils ont calculé la position d'une planète qu'on n'avait jamais vue, Neptune, dont l'effet gravitationnel sur Uranus expliquait le petit désaccord. En 1858, je crois, Le Verrier et un autre, Adam, pointent leur télescope là où c'était indiqué et voient Neptune. Solution ontologique. D'accord? On rétablit l'accord par l'invocation d'une nouvelle planète qu'on n'a jamais vue. C'est très spectaculaire. Mais on a déjà vu des planètes, donc on ajoute un élément à la famille des planètes. Au XIXe siècle à la fin, Rodolote, planète Mercure, petite anomalie, à 43 secondes d'arc par siècle de différence. On dit c'est 0, enfin, et 43 secondes d'arc par siècle, c'est l'épaisseur d'un cheveu vu depuis une longueur d'un mètre. C'est 0. Hein, au XIXe siècle, c'est 0. On ne va pas s'énerver pour des histoires de précision ultime comme ça. Donc les gens calculent une nouvelle planète, ils l'appellent Vulcain, je crois. Ils cherchent, rien, ils c'est pas grave, ça va être une nébuleuse étalée, on voit rien, bon, c'est pas très grave. Arrive un gars qui dit, cette anomalie, c'est pas une anomalie, c'est un paradoxe qui montre que les équations de Newton sont fausses. Ce gars, c'est Einstein. D'accord? Et Einstein va rétablir l'accord par une révolution dans la façon de comprendre la gravitation. Alors, pour la petite histoire, allez voir au musée des lettres et manuscrits Boulevard Saint-Germain et vous verrez des pages de calcul de brouillon d'Einstein et de Bessot de 1913 dans lesquelles il s'est calculé le Mercure à partir d'une théorie de la relativité générale esquissée en 1912 avec un tenseur proposé par Grossman et trouve un résultat complètement fou. Mais ça ne les alarme pas. Parce que par ailleurs, ils ont un résultat qui les intéresse. Donc Einstein qui avait toujours dit le planète Mercure, ce sera mon test, au moment où il voit que ce test n'est pas satisfait, il n'est pas du tout inquiété, et va continuer son chemin, jusqu'en 1915, quand il voit qu'il y a une erreur de calcul, etc. Et donc, vous voyez, on ne sait pas à l'avance. L'exemple le plus récent, c'est le boson de Higgs. Le boson de Higgs, c'est en 1964. On comprend que les équations de la physique des particules impliquent que la masse des particules élémentaires doit être nulle. Mais ce n'est pas le cas. Les électrons, il a une masse non nulle, les quarks, une masse non nulle. Et donc, il y a une contradiction entre ce que dit la théorie et ce qu'on mesure. Qu'est-ce qu'ont dit les gens? Ils ont dit, les théories sont fausses. Ils ont cherché autre chose, ils ont abandonné les théories, ils ont pris les voies technicolores, etc. Puis il y a trois gars, les trois que j'ai cités tout à l'heure, qui ont dit, mais non, peut-être que les particules élémentaires n'ont pas de masse. Peut-être que les équations ont raison. Et c'est nous, physiciens de Newton, qui nous sommes trompés sur l'origine de la masse. Et ces gens ont fait le boson de Higgs. Et le boson de Higgs, il change la façon de comprendre la masse, puisque ça n'est plus une propriété des particules, c'est une propriété secondaire qu'elles acquièrent du fait de leur interaction avec le vide, qui n'est pas vide. Donc voilà. Donc la matière noire, il faut attendre. Maintenant, les gens qui changent, la théorie monde, etc., qui changent, qui essaient de faire une relativité générale modifiée, sont obligés d'introduire des nouveaux paramètres ad hoc. Et donc, on perd de l'esthétique, on a l'impression de devoir adapter un modèle à ce qui est. Et c'est plus une théorie universelle qui s'appuie sur le cosmologique, etc. Moi, je ne sais pas. Hein, je pense que l'honnêteté intellectuelle, c'est de dire on ne sait pas, il faut explorer toutes les pistes. Oui. Vous nous avez dit, et je vous en remercie, j'essaye d'être court et non concentré, que l'extrapolation de la singularité initiale par rapport à la relativité générale était indue. Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, j'étais moi-même physicien.
Cependant, ça fait au moins 50 ans, pour ne pas dire non, 60 ans, que, y compris les physiciens, pas seulement dans les grandes revues, on nous bastine avec l'idée qu'il ne faut pas se poser la question qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, parce qu'il n'y avait pas de temps, donc la question n'a pas de sens, et que il y a une singularité initiale, aussi bien que le Big Bang, que le noir, etc. Et c'est le même problème. On n'a pas la physique du voisinage du centre d'un trou noir. Alors, tout ce qu'on dit du centre et du voisinage est indu. Ici même, un modélisateur, je ne sais pas, qui fait des modélisations de l'univers dans sa globalité, dans la mesure du possible, sur l'ordinateur, m'a dit, monsieur, moi, qu'une quantité physique soit infinie, ça ne me dérange pas. Eh bien, moi, ça me dérange.